Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Hadja. Le renforcement des liens stratégiques entre Alger et Rome. En visite officielle en Italie, le président de la République co-présidera avec Giorgia Meloni la 5e session du sommet gouvernemental de haut niveau entre les deux pays. Vers l'élaboration d'une charte pour promouvoir la langue arabe dans les médias, le ministre de la Communication Mohamed Meziane rappelle l'intérêt accordé par le chef d'État à la langue arabe, pilier de la souveraineté nationale. Sécurité sanitaire, un nouvel accord est signé entre universitaires et experts pour prévenir les risques et protéger la santé des citoyens. L'enfer à Raza, l'ONU accuse l'armée sioniste d'avoir tué plus de 1000 Razaouis près des centres de distribution d'aide. Un émissaire américain est attendu au Moyen-Orient pour finaliser la mise en place d'un corridor humanitaire. Sous les décombres, Raza en couleur, une exposition collective qui raconte la douleur, la résilience et l'espoir d'une population meurtrie à découvrir au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Et à la fin du journal, on va larguer les amarres pour une balade en mer depuis le port de plaisance de la capitale. Fraîcheur et détente garantie. Madame, Monsieur, bonjour et merci de vous joindre à nous. On entame cette édition avec la coopération algéro-italienne. Le président de la République est à Rome. Une visite officielle au cours de laquelle il co-présidera avec la première ministre italienne Giorgia Meloni la 5e session du sommet gouvernemental de haut niveau entre Alger et Rome. La visite est placée sous le signe du renforcement des liens historiques qui lient les deux pays. Je vous propose d'écouter Arslan Chihaoui, expert en géopolitique. L'Algérie, dans le cadre de sa diversification économique, dans le cadre de sa diversification des partenaires et surtout dans le cadre de ses principes et de sa posture de non-alignement, consolide sa relation historique avec l'Italie. Cela a déjà commencé depuis la crise politico-militaire en Ukraine, en étant un axe important dans l'approvisionnement des énergies à l'Europe via notamment l'Italie et via l'Espagne. Pour Arslan Chihaoui, les relations algéro-italiennes sont basées sur le pragmatisme et les intérêts communs. La relation entre l'Algérie et l'Italie n'est pas passionnelle. Elle est surtout basée sur des considérations plutôt pragmatiques. Et par conséquent, cette relation rentre dans le cadre d'une complémentarité économique, mais également d'une complémentarité de vision politique et de vision stratégique dans cette ère d'intérêt commun qui est la Méditerranée occidentale. Le plan Mattei est une initiative italienne et est considéré comme une vision d'une coopération renouvelée entre l'Italie et le continent africain, axée essentiellement sur le développement durable, le partenariat mutuellement bénéfique, surtout la lutte contre toutes les causes profondes et tous les fléaux qui sont des défis au continent africain, notamment les flux migratoires. Arslan Chihaoui, expert en géopolitique, répondait aux questions de Narimen Nouali. La place de la langue arabe dans les composantes de l'identité nationale mise en avant lors du premier colloque sur la langue arabe dans les médias qui s'est ouvert hier à Alger. Et dans son intervention, le ministre de la Communication a rappelé l'intérêt accordé par le président de la République à la langue arabe, un intérêt qui s'inscrit dans une vision politique profonde où la langue arabe est considérée comme un des piliers de la souveraineté nationale. Chercheurs, universitaires, journalistes et professionnels du secteur ont pris part à cet espace d'échange et de réflexion avec un objectif commun, replacer la langue arabe au cœur du récit médiatique arabe dans toute sa richesse et sa rigueur. Parmi les participants, Mohamed, journaliste soudanais installé à Doha, souligne l'importance d'un tel événement dans la valorisation de l'arabe en contexte professionnel. Je suis heureux d'être dans le pays des martyrs à l'occasion du forum de la langue arabe dans les médias. C'est un événement d'une importance capitale. J'espère que ma participation laissera une empreinte. De son côté, Saada Alaoui, universitaire libanaise et spécialiste des droits humains, a mis en avant la nécessité d'ancrer la langue arabe dans des contenus médiatiques crédibles face à la domination du numérique multilingue. Ce forum intervient à un moment critique pour la langue arabe, confrontée à de nombreux défis, même parmi les peuples arabes. C'est désormais la langue de l'Internet et des plateformes numériques qui dominent, comme si l'arabe n'était plus compatible avec la science ou le progrès. Quant à la chercheuse algérienne Nassima Bsellah, a rappelé que ce forum permet d'explorer en profondeur les obstacles, les pratiques et les pistes d'amélioration concrètes pour renforcer la place de la langue arabe. J'ai animé la première session du forum qui a accueilli plusieurs intervenants d'Algérie et du monde arabe. Les interventions ont porté sur la présence de la langue arabe dans les médias, ses enjeux, les obstacles rencontrés et les défis liés
liées à son usage. Ce forum marque une prise de conscience collective de défendre, transmettre et moderniser l'usage de la langue arabe dans les médias. L'Agence nationale de sécurité sanitaire et le ministère de l'enseignement supérieur unissent leurs efforts pour une veille scientifique efficace face aux risques sanitaires. Un accord a été signé pour mettre en place un dispositif national reposant sur l'innovation, la formation et la recherche au service de la santé publique. Je vous propose d'écouter professeur Kamal Sanhadji, président de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. L'Agence nationale de sécurité sanitaire, en tant qu'organe exécutif placé sous l'autorité du président de la République et doté d'une vision stratégique, œuvre à travers cette coopération constructive à la mise en œuvre de la vision nationale globale de la sécurité sanitaire. Une vision qui ne peut être atteinte sans l'implication réelle des institutions universitaires et des centres de recherche dans l'élaboration et la conception de programmes de santé fondés sur des données scientifiques probante. La récolte de colza bat son plein à Ain Defla, une première expérience qui augure de bons rendements. La réussite de la campagne de récolte est toutefois tributaire du respect de certaines conditions. Alima Rahmani. La campagne de moisson du colza doit répondre à plusieurs critères. D'abord, s'assurer que les siliques sont mûrs, s'assurer également de la maturité des grains et les pailles peu humides. Raison pour laquelle il est toujours conseillé aux producteurs de colza de faire leur récolte tôt dans la matinée. Le directeur de l'Institut technique des grandes cultures, ITGC. Un champ de colza, combien d'hectares? 160 hectares en tout. Il y a deux variétés, la variété locale Zitna et d'autres variétés, c'est Trapper d'origine allemande. Donc la maturité atteint, l'humidité des grains généralement varie entre 8 à 9%. Le temps idéal pour la récolte. La semence a été multipliée par l'Institut technique des grandes cultures. Donc on fait la multiplication et on a une raison des multiplicateurs qui fait la production de semences d'une part et d'une autre part c'est la production de produits pour transformation en huile. On a fait plusieurs essais sur Trapper et Zitna. Ces variétés ont donné des bons rendements, donc sa adaptation au sol et climat pour le périmètre de la wilaya Ain Defla. Le rendement pour cette première expérience est plus que satisfaisant. Ici, à l'unité de production agricole Benouada, à Ain Defla, Alima Rahmani, Alger 3. 8h07 sur Alger, chaîne 3. Depuis New York, l'Algérie réaffirme son attachement au règlement pacifique des conflits. Notre représentant permanent à l'ONU a rappelé que cette approche constitue la pierre angulaire de la lutte de la politique étrangère algérienne, dialogue, médiation et respect du droit international. Autant de principes que l'Algérie défend au nom de la paix et de la légitimité multilatérale. Amar Benjama a également dénoncé l'inefficacité du Conseil de sécurité face aux crises, notamment face à la tragédie en Palestine occupée, qualifiant la situation à Gaza de catastrophe humanitaire. Et les derniers développements dans la région confortent les propos de Benjama. Les Gazaouis vivent l'enfer, en plus des bombardements qui font des dizaines de martyrs quotidiennement. L'entité sioniste affame la population en bloquant l'entrée des convois humanitaires dans l'enclave. Les centres de distribution sont devenus de véritables guet-apens. L'ONU accuse l'armée sioniste d'avoir tué depuis fin mai dernier plus de 1000 personnes qui tentaient d'obtenir une poignée de nourriture. L'émissaire américain Steve Witkoff doit se rendre au Moyen-Orient pour finaliser la mise en place d'un corridor humanitaire dans la bande de Gaza. Et dans le même temps, l'armée sioniste poursuit ses bombardements incessants, détruisant des infrastructures essentielles et semant la terreur parmi les civils. Le bilan humain est dramatique, près de 60 000 martyrs, des pertes qui ne cessent de s'alourdir. Face à cette tragédie, la communauté internationale reste largement silencieuse, voire complice par son inaction, alors que l'urgence d'une intervention humanitaire se fait de plus en plus pressante. Autre conflit, celui du Sahara occidental. Le chef de la diplomatie sahraoui dénonce depuis Alger les manœuvres de l'occupant marocain visant à entraver le processus d'autodétermination. Lors d'une conférence de presse, Mohamed Yeslem Baïsat a accusé le Marzen de réprimer le peuple sahraoui et de piller ses ressources naturelles. Je vous propose de l'écouter.
Staffan de Mistura devrait présenter son rapport au Conseil de sécurité en octobre prochain, qui coïncide avec le renouvellement du mandat de la MINURSO. Le problème auquel fait face de Mistura est le même que celui rencontré par ses prédécesseurs, l'ingérence du Maroc et les conditions qu'il impose au travail des envoyés onusiens. Le Maroc pose des conditions pour entraver les efforts de l'ONU et perdre du temps aux Sahraouis et à la communauté internationale. Les richesses du Sahara occidental, en particulier celles de son sous-sol, sont la principale motivation de ceux qui soutiennent le Maroc dans son entêtement et sa rébellion contre la communauté internationale. Kiev et Moscou reprennent langue. Un nouveau round de discussion est prévu ce mercredi à Istanbul pour mettre fin à 3 ans de guerre. Une reprise du dialogue très attendue dans un contexte toujours marqué par les tensions et les combats entre les deux pays, oppositions diamétralement opposées. Retour chez nous, il y aura du changement côté ciel le week-end prochain. Pluie et baisse des températures sur le nord du pays. Les détails avec Rafiq Hamdej, prévisionniste à l'Office national de météorologie. Il est contacté par Linda Hamed. Météo Algérie prévoit l'arrivée d'une perturbation active à partir de la soirée du jeudi, touchant principalement les régions côtières et intérieures du centre et de l'est du pays, avec quelques pluies parfois sous forme d'averses orageuses. Une amélioration est attendue sur le centre le vendredi soir, puis sur l'est en cours de journée du samedi, se traduisant par une baisse sensible de température par rapport à ce qui a été observé durant le dernier jour. Les températures prévues pour le week-end seront en dessous des normales de saison, oscillant entre 25 et 30 degrés sur le centre et l'est du pays en général, et pouvant atteindre localement les 33 voire les 35 degrés sur l'intérieur de l'est et les hauts plateaux du centre. Et la hausse du mercure de ces derniers jours a provoqué des incendies de forêt dans pas moins de 10 wilayas du pays. 4 ont été totalement maîtrisés, 2 éteints mais sous surveillance à Tiaret et à Batna, et 2 autres sont encore actifs à Béjaïa et Sétif. En ces temps de canicule, quoi de mieux qu'une petite escapade marine pour profiter de l'air frais du grand large. Depuis les ports de plaisance de la capitale, des balades en mer sont proposées aux vacanciers. Embarquement immédiat avec Sofia Boukerja. C'est une activité qui attire de plus en plus de curieux. Les balades en mer, un moment d'évasion en pleine saison estivale au départ des ports de plaisance. À bord de sa vedette, le skipper, passionné de navigation, propose aux vacanciers une sortie en mer conviviale et sécurisée pour découvrir autrement les paysages côtiers. Nous proposons la location de bateaux pour permettre aux gens de faire des balades en mer vers la destination de leur choix. Ce sont des vedettes pouvant accueillir jusqu'à 6 ou 7 personnes. Les tarifs varient selon la destination. Ils vont généralement de 1000 à 3000 dinars, mais de manière standard, c'est 4000 dinars la demi-heure et jusqu'à 8000 dinars l'heure. Concernant la sécurité, nous fournissons tout le nécessaire, notamment les gilets de sauvetage. Je suis présent à bord pour accompagner des passagers et bien sûr pour piloter le bateau. Une expérience inédite pour certains passagers qui embarquent pour la première fois. Le vent dans les cheveux et le sourire accroché au visage, ils savourent pleinement cette parenthèse en mer. J'ai une balade pour la première fois. J'espère tous bien parce que moi j'ai déjà يروحوا يجوا ما يصير والو يلبسوا وي يلبسوا كلش نورمالمون 100 دينار ندير البلد افيك مي كوبين عندهم جوغ سيكوريتي تاعهم كاينه تاع من هاد الكوتي في لامير يمدوا لنا هاد لي جيلي اون سي جامي كيما اليوم الحال راهو شويه مغيم بوغ لا سيكوريتي وجهنا يورينا كيفاش هو اللي يسوق هو اللي يعرف وين يكون الريح كاين وين ما كاش باش نيفيتيو. Des instants hors du temps, à quelques encablures seulement de la terre ferme. Et pour beaucoup, une seule envie, recommencer l'aventure dès que possible. De la culture, pour terminer, sous les décombres Raza en couleur, le cri du cœur d'un collectif d'artistes algériens réunis au Palais de la Culture Moufdi Zakaria à Alger. Une exposition qui rend hommage à la population de Raza, à sa douleur, sa résilience et ses espoirs. Nadia Siassi. Ne dit-on pas que l'artiste est témoin de la société? Il contribue activement à dénoncer les atrocités que subit tout un peuple, le peuple palestinien en l'occurrence, à travers des peintures et des installations. Samir Qabli, artiste plasticien et commissaire de cette exposition. Cette idée s'est imposée toute seule. Les tableaux d'un artiste, c'est un miroir de ses émotions. C'est des enfants qui fouillent en 3D, qui ont des bombes de partout, en 3 dimensions, à gauche, à droite, en haut,
haut, en bas, là où ils partent, il y a des bombes, il y a des cadavres. Je vois qu'il y a des couleurs. Parce qu'on ne perd pas espoir. Saliha Hashmi, artiste plasticienne, sa passion pour le travail créatif a débuté dès l'enfance et trouve sa voie dans l'exploration de l'art textile. Mon œuvre s'inscrit dans une pratique d'art textile contemporain. C'est un mode d'expression qui me passionne. Je le considère comme un langage à part entière. J'utilise du fil, du tissu, des matières recyclées, de l'acrylique et d'autres médiums. Tout devient support d'émotion, de mémoire et de résistance. Participer à cette exposition, c'est pour moi une manière de faire écho, humblement, à la douleur d'un peuple meurtri. Sous les décombres, Raza en couleur, une exposition collective d'artistes plasticiens à voir jusqu'au 15 août au Palais de la Culture Moufti Zakaria d'Alger. 8h15 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Issa Abdelrahman. Imad était à la console technique, Tahar à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo. Tout de suite, un bulletin météo complet avec Hadjar Messoudi.